Merci de votre fidélité. C'était il y a 9 ans, jour pour jour, le 19 mars 2012 à Toulouse. Bientôt 8 heures, la ville rose se réveille. Rue Jules Dalouf, dans le quartier de la Roseraie, des parents déposent leurs enfants au collège-lycée Ozar Hatorah. Ce matin-là, Brian Bijawi, 15 ans, assure l'accueil. Cet interne aime rendre service à sa famille toulousaine. Il sourit à Jonathan, le rabbin professeur, à ses enfants, Arié, 6 ans, Gabriel, 3 ans, qui arrivent à l'école. Il accueille ensuite Myriam Monsonego, 8 ans, la petite blonde pleine de vie, la fille du directeur. Mais tout bascule très vite dans l'horreur la plus absolue. Retour ce matin sur ce tragique attentat d'Ozar Hatorah Toulouse. On en parle ce matin avec vous, Laurence Kahn. Et oui, alors tout se déroule comme une matinée d'entrée à l'école, normale. Un homme casqué à bord d'un scooter Yamaha, détail important pour la suite du déroulement de l'histoire, qui observait la scène depuis maintenant quelques minutes, quitte son deux roues et tire avec une arme automatique, un Uzi israélien qui s'enraye alors. L'homme, toujours casqué, sort alors un pistolet automatique en première ligne, le professeur Jonathan Sandler, le professeur qui tente de protéger ses fils. Mais il n'y parviendra pas malheureusement. Jonathan est assassiné ainsi que ses 2 fils, 2 petits garçons abattus de sang-froid. De leur côté, la petite Myriam Monsonego, 7 ans, fille du directeur donc, et Brian, le surveillant, se réfugie dans l'école. Myriam aussi ne pourra pas s'échapper. Dans une rage abjecte, le terroriste saisit les cheveux de la petite fille et l'exécute. Brian est lui gravement touché à 2 reprises. Il restera hospitalisé 1 mois entier. Au total, l'attaque terroriste aura duré moins d'1 minute. Le terroriste repart à pied. Quelques mètres plus loin, les petits corps gisent sur le sol de l'école juive. L'alerte est alors donnée alors que d'autres enfants sont sur le chemin de l'école. D'ailleurs, 2 petites filles voyant le terroriste armé se réfugient derrière une voiture. Toulouse vient véritablement de basculer dans l'innommable. Les policiers arrivent très vite et comprennent. Un homme, un scooter. Il faut rappeler alors que déjà 4 militaires avaient été pris pour cible la semaine précédente en usant du même mode opératoire à Toulouse et à Montauban. Oui, le jeudi 11 mars 2012, le soldat Imad Ibn Ziaten tombait sous les balles. Suivront Mohamed Le Gouad Abdel Chenouf, tous militaires français d'origine étrangère. Citons aussi Loïc Libert, un autre soldat pris pour cible, mais qui lui a pu s'en sortir tout en restant malheureusement paralysé à vie. Très rapidement, les services de la police scientifique vont donc annoncer que la même arme a été utilisée au cours des 3 épisodes de la vague d'assassinats. En tout cas, après le meurtre du professeur et des enfants juifs, Toulouse et l'ensemble de la France sont assommés. Pour la première fois en France, un attentat vient d'être commis au sein d'une école. Et pour la première fois en France, on s'en prend, depuis la Seconde Guerre mondiale, on s'en prend à des enfants juifs parce que juifs. Ce que rappelle d'ailleurs le père de Jonathan Sandler, Samuel Sandler. Mon petit cousin a été déporté à Auschwitz à l'âge de 8 ans. C'était en 1943, dira-t-il, ajoutant « Je pensais que les enfants ne seraient plus assassinés en France ou dans le monde ». Un séisme qui secoue tout le pays. Dans l'établissement, une cellule d'aide psychologique se met rapidement en place. Les corps des 4 victimes seront transportés le mardi soir au 20 mars 2012 à Roissy, où ils seront salués d'ailleurs par l'ancien président Nicolas Sarkozy. Et les victimes sont très rapidement inhumées à Jérusalem, au cimetière Rach HaRemouot de Givat Shaoul. Le ministre des Affaires étrangères d'alors, Alain Juppé, sera présent. Après les hommages, l'heure est donc à l'enquête. La police se met à l'œuvre d'identifier le terroriste. Au début, plusieurs pistes sont envisagées pour expliquer ces meurtres. Les hypothèses les plus citées sont celles du terrorisme intérieur ou extérieur, d'un déséquilibré ou d'un loup solitaire. La hiérarchie de la police est même sur la piste de l'ultra-droite et les médias mettent en avant la piste néo-nazie. Elle sera rapidement balayée. Oui, car un élément décisif est indiqué en fait aux enquêteurs le lendemain du drame, donc le 20 mars 2012, par un concessionnaire Yamaha à Toulouse, qui se rappelle que 15 jours auparavant, donc le mardi 6 mars 2012, un client était venu dans sa concession justement lui acheter une cagoule et lui demander en vain comment désactiver la puce de géolocalisation, le fameux, vous savez, le fameux tracker qu'on trouve sur les scooters en général. Oui, en effet, le concessionnaire donne aux enquêteurs les noms et prénom de ce client. À la suite de ce témoignage et de ce regroupement relatif à l'adresse IP de l'ordinateur portable de sa mère et au scooter volé utilisé, l'interpellation de
Mohamed Merah, franco-algérien âgé de 23 ans, est confié au RAID, qui retrouvera alors à son domicile 2 passeports, l'un algérien, l'autre français, tous 2 en cours de validité. On s'interroge alors sur sa personnalité et son parcours. Et on apprend très vite que Mohamed Merah naît dans une famille où, selon le témoignage en tout cas de son frère aîné, il est élevé avec la haine du juif et du chrétien, de la France, la haine de tout ce qui n'est pas musulman. Mohamed Merah et son frère Abdelkader notamment, ainsi que sa sœur Souad, seraient complètement radicalisés. Oui, Mohamed Merah se revendique d'Al-Qaïda et se serait rendu en Afghanistan et dans les régions tribales du Pakistan. Il invoque notamment le désir de venger la mort d'enfants palestiniens dans le conflit israélo-palestinien et la volonté de s'en prendre à l'armée française. Pour justifier son acte, il confie avoir le sentiment que tuer un soldat français en France aurait le même retentissement que tuer 10 soldats français en Afghanistan. Nous sommes donc au matin du 21 mars 2012, vers 3h15 du matin. Le domicile de Mohamed Merah, situé dans le quartier toulousain de Côte-Pavée, au 17 rue du Sergent-Vignier, est approché enfin par les forces de l'ordre. Oui, alors que la porte d'entrée du domicile du terroriste résiste à l'emploi d'un bélier, Mohamed Merah se réveille et tire à travers la porte de son appartement sur les policiers venus l'interpeller. 2 d'entre eux seront légèrement blessés. Mohamed Merah restera enfermé dans l'appartement pendant plus de 24 heures. Après plus de 30 heures donc de siège et avoir lancé des grenades assourdissantes pour créer des brèches et maintenir Merah en état de stress, le RAID donne finalement l'assaut. On est donc le 22 mars 2012 à 10h30 du matin, entrant finalement dans l'appartement transformé en zone de combat par des barricades et en choisissant de progresser très lentement. Mohamed Merah, enfermé dans sa salle de bain, pense encore avoir une chance peut-être, et tire sur les policiers puis leur lance cette phrase glaçante: « Si c'est moi, tant pis, j'irai au paradis. Si c'est vous, tant pis pour vous. » 2 policiers sont blessés. 1 heure après le début de l'assaut, Merah meurt d'une balle dans la tête. Il déclare alors vouloir mourir, les armes à la main. Au total, l'assaut final aura duré 7 minutes. Et selon le journal du dimanche du 25 mars 2012, Mohamed Merah aurait aussi déclaré aux policiers qui tentaient d'obtenir sa reddition qu'il regrettait d'avoir manqué la rentrée des classes à l'école juive, ce qui lui aurait permis, dit-il, de tuer plus d'enfants. Mohamed Merah qui aurait ainsi exprimé le plaisir infini qu'il a éprouvé au cours de ses actions meurtrières. C'est glaçant. Quelques jours plus tard, le lundi 26 mars 2012, la chaîne de télévision Al Jazeera fera une révélation glaçante. Elle révèle avoir reçu une clé USB contenant 25 minutes d'un montage vidéo sur les meurtres perpétrés. L'horreur absolue. Mohamed Merah, aidé d'une caméra, a filmé ces tueries. Le lendemain, la chaîne annonce dans un communiqué qu'elle ne diffusera pas les images. Le document a été remis à la justice française. À noter que les tueries de Toulouse et de Montauban seront revendiquées 2 fois par l'organisation Youden Khilafa, un bataillon affilié à Al-Qaïda. On se rend compte très vite en fait que Mohamed Merah est très loin d'être un loup solitaire. D'ailleurs, son frère Abdelkader Merah sera aussi interpellé, tout comme l'épouse de ce dernier, ainsi que la mère des 2 frères, qui fera plus tard d'ailleurs controverse. Abdelkader Merah est en effet mis en examen pour complicité d'assassinat et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et écroué le dimanche 25 mars 2012. 5 ans plus tard, à l'automne 2017, s'ouvrira donc son procès et aussi celui d'un autre complice, Fetar Malki. Abdelkader Merah sera condamné en appel le 18 avril 2019 après un premier procès donc à la cour d'assises de Paris en 2017. 30 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et complicité d'assassinat. Une affaire qui depuis a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de larmes. On a suivi Radio J ce procès très émouvant, notamment Samuel Sandler à l'audience qui était très éprouvé. On a pu voir ça. L'antisémitisme, malheureusement, depuis ne s'est pas éteint. Depuis les attentats de mars 2012 perpétrés par Mohamed Merah, d'autres tueries antisémites, d'autres tueries terroristes ont suivi. L'hypercachère en 2015 avec Charlie Hebdo, on en parlait, le Bataclan, Saint-Denis, les terrasses de Paris, puis Sarah Halimi, Mireille Knoll, etc. Voilà les tueries antisémites qui ne cessent en France. Merci beaucoup Laurence Kahn d'avoir contribué à ce billet. C'était important d'en parler ce matin, 19 mars 2021.
bien 19 mars 2012, 9 ans maintenant qu'a lieu donc cette terrible tuerie d'Ozar Hatorah, Toulouse. Il est 6h29, merci d'être avec nous. Dans un instant, ce sera le journal de l'information avec vous, Laurence, et puis à suivre le Dvar Torah de Mevorar Zerbib, la chronique C'est bon pour la santé du docteur Serge Rafal, et puis nos chroniques du vendredi. Bien sûr, Chaim Nissenbaum sera avec nous juste avant Shabbat, comme tous les vendredis. Et puis 7h20, 7h10, nous aurons Michel Zerbib qui nous parlera justement de Samuel Sandler, le père et le grand-père du professeur et des enfants assassinés à Toulouse. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 8h.